Un juge force un adolescent noir à s'excuser jusqu'à ce que le père de l'adolescent, le gouverneur, entre dans la salle d'audience. L'air à l'intérieur de la salle d'audience était glacial et lourd, comme un tombeau hermétiquement clos. Aucune fenêtre ne laissait passer la lumière du jour dans l'obscurité suffocante, et les ampoules fluorescentes au plafond projetaient une pâleur stérile sur chaque banc en bois et chaque luminaire en laiton. Un silence tendu régnait dans la salle, non pas avec respect, mais avec impatience, une sorte de curiosité malsaine. Chaque siège de la galerie était plein à craquer. Des rangées de journalistes, badges accrochés à leurs vestes, étaient assis côte à côte avec des hommes en costume mal ajustés qui prétendaient ne pas être des agents fédéraux. Des agents en repos, faciles à identifier à leur posture droite et à leur façon de scruter la foule, se tenaient le long du mur du fond, tels des gargouilles de pierre. Mais personne ne les regardait. Tous les regards étaient rivés sur les doubles portes au fond de la salle, où le bruit des pas qui approchaient résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Hayden Knox, 13 ans, franchit ces portes, flanqué de 2 huissiers qui lui serraient les bras avec une force inutile, comme s'il craignait qu'il ne se déchaîne à tout moment. Il ne le fit pas. Il marchait sans protester, chaque pas mesuré mais silencieux, comme si ses baskets touchaient à peine le sol. Il était mince, bâti comme un coureur, avec des yeux sombres qui se levaient une seule fois pour scruter la pièce. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses lèvres étaient pressées en une ligne plate dont les bords tremblaient légèrement. Les lumières de la salle d'audience rendaient sa peau brune, pâle, presque grise, et ses poignets étaient irrités et rouges à cause des serre-câbles en plastique serré qu'ils avaient utilisés au commissariat, les mêmes qu'ils n'avaient même pas pris la peine de desserrer pour le tribunal. Il n'avait pas dit un mot depuis son arrestation, ni pendant sa garde à vue, ni aux enquêteurs, ni même à l'avocat qui était censé le défendre. Il fixait simplement droit devant lui, comme s'il regardait au-delà, ou peut-être en dessous, vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ce silence avait déstabilisé les policiers plus que s'il avait crié. Il les mettait mal à l'aise, comme si le garçon savait quelque chose qu'ils ignoraient, comme s'il avait déjà vu la suite et décidé que ça ne valait pas la peine de les avertir. Des murmures s'échappaient de la salle d'audience comme de la fumée. Hayden Knox, le garçon qui avait révélé les camps d'entraînement secrets de la police d'État, le garçon qui avait filmé ce que personne n'était censé voir, le garçon qui n'avait même pas encore commencé le lycée et qui pourtant s'était retrouvé, d'une manière ou d'une autre, attaché au cou des fonctionnaires de l'État comme un nœud coulant. 2 semaines plus tôt, par un froid lundi matin, Hayden avait mis en ligne une vidéo sur un forum public sous le nom d'utilisateur Projet Blackbird. C'était un enregistrement granuleux, filmé avec une vieille GoPro glissée sous la poche avant de son sweat à capuche. L'image tremblait, mais était suffisamment claire pour montrer l'essentiel. Une clôture de barbelés, une clairière entourée d'arbres, des agents en uniforme, certains en tenue tactique, d'autres en civil, hurlaient des ordres dans un mégaphone, et des rangées de garçons, de jeunes garçons, tout noirs ou métis, les yeux bandés, les mains derrière le dos, agenouillés en ligne. Dans la vidéo, l'un des garçons tentait de se déplacer, visiblement en proie à la douleur. Une voix, hors champ, lui aboyait de rester immobile. Il tressaillit. L'agent lui asséna un violent coup de pied dans les côtes. Le bruit de l'impact transperça le bruit parasite comme un coup de feu. Ce garçon ne fut jamais identifié. Aucun signalement de disparition n'avait confirmé son visage. Aucun média n'avait enquêté. Il disparut comme s'il n'avait jamais existé. Mais le cri persista. Il hanta la vidéo comme un fantôme, repassé en boucle sur les réseaux sociaux avant d'être effacé de tous les recoins d'Internet. Le temps que les ordres de retrait soient parvenus à la censure gouvernementale, il était trop tard. La vidéo avait déjà été vue plus de 4 millions de fois. Archivée, copiée, décortiquée, impossible de la déconnecter. Et cette nuit-là, alors que la majeure partie de l'État dormait, des SUV noirs sans plaque d'immatriculation se sont arrêtés chez Hayden Knox,
La porte d'entrée a été défoncée. Sa mère, inconsciente et hurlante, a été retenue dans le salon pendant que les agents prenaient d'assaut la chambre du garçon. Ils ont tout confisqué, son téléphone, son ordinateur portable, même ses cahiers d'écolier, sans mandat, sans explication. Juste une accusation. Accès non autorisé à des biens gouvernementaux, rapidement requalifié en espionnage. Le langage était absurde pour un enfant, mais il a rempli son rôle. Il a présenté Hayden non pas comme un témoin, mais comme un criminel. À présent, dans la salle d'audience, son avocat commis d'office était assis, affalé à la table de la défense, feuilletant sans enthousiasme un bloc-notes. L'homme avait une barbe tachée de café et des yeux qui regardaient rarement son client. Il n'avait pas parlé à Hayden depuis plus de 5 minutes, et pendant ce temps, il avait marmonné qu'il valait mieux coopérer, accepter la requête. Devant le silence d'Hayden, il haussa les épaules et ne dit rien de plus. De l'autre côté de l'allée, le juge Ronald Price présidait comme un homme qui se laisse aller à une nuisance. Il avait la soixantaine avancée, était blanc, avec des cheveux argentés clairsemés, soigneusement peignés sur le côté, et une voix qui portait le poids d'un accent traînant typique du Sud qu'il ne prenait jamais la peine de dissimuler. Sa robe semblait plus neuve que la salle d'audience, repassée et impeccable. Un portrait de la justice dans la forme, sinon dans la fonction. Mais ses yeux trahissaient sa posture. Il n'y avait aucune curiosité, sans aucun doute, aucune recherche de vérité dans son regard. Seulement du dédain, enrobé du vernis poli de l'autorité judiciaire. Il ne voyait pas d'enfant assis devant lui. Il voyait une menace pour l'ordre qu'il avait juré de protéger. Personne ne posa de questions sur la vidéo. Personne ne mentionna le complexe. Personne ne reconnut son existence. Au lieu de cela, le tribunal se concentra sur un récit différent. Hayden avait piraté un serveur militaire, pénétré dans une propriété interdite et mis en danger la sécurité nationale. Chaque question posée pendant la phase préliminaire visait à le dépeindre comme un garçon instable et rebelle, sans respect pour la loi ni pour le pays. Pas une seule fois, ils ne demandèrent pourquoi il était là. Dans la galerie était assis le colonel Jeffrey Mann, habillé en civil, mais impossible à confondre avec autre chose que ce qu'il était, chef des opérations de maintien de l'ordre de l'État, un homme aux décennies d'autorité discrète et aux nombreux secrets enfouis sous les éloges. Il murmurait, par intermittence à l'homme à côté de lui, le sénateur Curtis Deal, un homme élégant dans un costume coûteux, aux dents trop blanches et au regard trop froid. Ils étaient assis avec la confiance d'hommes qui connaissent l'issue avant même que le marteau ne tombe. Leur conversation était feutrée, mais stratégique. Ils n'étaient pas là pour observer la justice. Ils étaient là pour s'assurer qu'elle n'ait jamais lieu. Le regard d'Hayden les croisa une fois. Juste une lueur de reconnaissance, et quelque chose d'indéchiffrable traversa son expression. Ni la peur, ni la rage. Quelque chose de plus profond, quelque chose de sculpté par la déception, par la certitude que personne ne viendrait arrêter ce qui se passait. La salle d'audience murmura de nouveau tandis que les huissiers guidaient Hayden vers son siège. Le juge remua les papiers avec théâtralité, s'éclaircissant la gorge comme s'il s'apprêtait à réciter les Écritures. Derrière lui, le sceau de l'État pendait tel un masque de bourreau, poli et fier. Le procureur, un homme sévère à la mâchoire serrée et aux mots secs, commença à résumer les accusations. Chaque mot était tranchant comme une lame. Accès non autorisé, violation du protocole, espionnage intérieur, des termes répétés si souvent qu'ils en perdaient le sens, mais qui, à chaque fois, suscitaient une pointe de tension. Le public ne savait que croire, mais c'était là l'essentiel. La confusion servait mieux le pouvoir que la clarté. La mère d'Hayden était absente. Après le raid, elle avait fait une dépression nerveuse. Elle était hospitalisée dans le nord de l'État, sous traitement intensif, loin de son fils qu'elle ne pouvait plus protéger. Les seules personnes qui semblaient se souvenir qu'Hayden était encore un enfant étaient celles qui ne pouvaient pas parler, celles qui avaient vu la vidéo et gardèrent le silence de peur d'être les prochaines à disparaître. L'audience s'éternisa.
Requête déposée, objection soulevée, témoin convoqué, mais pendant tout ce temps, Hayden ne broncha pas. Son silence était devenu une armure. Il les laissait parler de lui, les laissait raconter une version des faits élaborés en coulisses et dans des dossiers scellés. Mais il ne leur accorda rien d'autre. Aucune réaction, aucune peur, et surtout, aucune excuse. Car au fond, sous le poids des accusations et des chaînes, Hayden Knox connaissait la vérité. Il avait vu la machine telle qu'elle était, et même maintenant, assis devant ses engrenages rouillés et ses dents polies, il refusait de se laisser écraser. 3 jours plus tard, Jamal était assis en silence dans une étroite salle de conférence vitrée du siège d'Eldridge. Les plafonniers bourdonnaient doucement, projetant une douce lueur sur la table polie. Un dossier était fermé devant lui, intact. Il se renversa dans son fauteuil, la main gauche posée délicatement sur le bandage de son poignet droit. Des bleus coloraient encore sa pommette et ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil. Mais sa posture restait stable, calme et posée. La porte s'ouvrit avec un bruit sec. Le directeur Langston entra, l'expression indéchiffrable, le poids de son autorité traînant derrière lui. Il portait une plaque de bois plate et la posa sur la table sans cérémonie. « Vous n'auriez pas dû subir ça, » dit Langston d'une voix basse, presque pleine de regret. Jamal ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil à la plaque. Une distinction officielle pour bravoure et service, puis leva les yeux pour croiser ceux du directeur. « Je ne cherchais pas à jouer les héros, » dit-il doucement. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Langston était assis en face de lui, les mains jointes sur la table. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement peignés, mais son regard perçant trahissait l'inquiétude. « Vous avez fait plus que ça, » dit-il. « Vous avez empêché une catastrophe. Vous avez révélé quelque chose de plus profond que ce que nous imaginions. » Jamal remua sur sa chaise, lent et réfléchi. Qu'est-il arrivé au policier? Langston hésita pour la première fois. Il expira longuement et détourna brièvement le regard. « Durlin a été suspendu dans l'attente d'une enquête interne, » dit-il. « Carr a déjà démissionné. Les images de l'arrestation ont été rendues publiques. Quelqu'un les a divulguées. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. La réaction a été immédiate. Les affaires internes prennent le relais. » Jamal assimila cela en silence. Aucune satisfaction ne se lisait sur son visage, seulement une lassitude sourde. « Et Ellis ?» Un léger sourire illumina les lèvres de Langston. « Promu. Autorisation complète, à compter de ce matin. » Jamal hocha lentement la tête. Une lueur de soulagement traversa ses yeux. « Il l'a mérité, » murmura-t-il. « Vous l'avez tous les deux fait, » répondit Langston. « Vous avez sauvé bien plus que la ville, vous savez. Vous avez mis en lumière un problème que nous avons trop longtemps ignoré. » De l'autre côté des baies vitrées, des agents passaient, certains s'arrêtant pour jeter un coup d'œil respectueux à Jamal. Le bâtiment était devenu plus silencieux ces derniers jours, le bourdonnement habituel des opérations ralenti par la réflexion et l'effervescence médiatique. Jamal tourna son regard vers la fenêtre. L'horizon s'étendait bien au-delà des barrières de béton du périmètre de l'agence, véritable forteresse. « Aucun badge ne devrait prouver la valeur d'un homme, » dit-il. Langston l'observa un instant. « C'est peut-être vrai, » dit-il finalement. « Mais parfois, des hommes comme vous nous rappellent à quoi ressemble vraiment la valeur. » Plus tard dans la semaine, sous un ciel qui commençait à peine à se dégager, après des jours de nuages gris et de quarts de presse, une cérémonie privée eut lieu derrière le siège d'Eldridge. Aucun média. Juste quelques chaises, un drapeau et l'équipe principale. Une banderole blanche sur laquelle était écrit « Le service avant tout » était suspendue au-dessus de la scène improvisée. Jamal se tenait au fond, vêtu d'un costume noir. Les bleus avaient presque disparu, mais la croûte encore cicatrisée au-dessus de son front en disait long. Des hommes en uniforme se serraient la main et échangeaient de légers hochements de tête, mais Jamal restait silencieux,
sa seule présence imposant le respect. De l'autre côté de la cour, Ellis s'approcha, redressant sa cravate. Sa posture avait changé. Les épaules carrées, le regard plus brillant. Le poids de son propre rôle dans l'opération s'était imposé. « Vous m'avez fait confiance », dit Ellis en lui tendant la main. Jamal la serra, ferme et ferme. « J'ai vu l'essentiel », répondit-il. Ellis hocha légèrement la tête. « Je ne l'oublierai pas. » Jamal esquissa un sourire, faible mais sincère. « C'est comme ça que ça commence. » Les applaudissements fusèrent lorsque Langston monta à la tribune prononçant un dernier mot sur le devoir, le sacrifice et la justice. Mais le regard de Jamal se perdit dans la foule, scrutant l'horizon. À l'autre bout de la ville, dans une tour d'appartement oubliée, criblée de vitres brisées et de peintures écaillées, une seule lumière brillait derrière des stores fendus. À l'intérieur, la pièce était une jungle de fils, d'écrans clignotants et de brûlures de cigarettes. Le bourdonnement d'un disque dur rompit le silence. Un homme seul était assis dans l'ombre. Son visage restait caché sous un sweat à capuche bas, la lumière de l'écran projetant des reflets anguleux sur le mur. Des caméras observèrent la scène depuis chaque. Un écran retransmettait la cérémonie en direct. Jamal serrait la main d'Ellis. Langston offrait des médailles. Les agents applaudissaient. L'homme se pencha en avant, les doigts posés sur un clavier mécanique. « Agent Tran », dit-il doucement, d'une voix basse et d'un calme déconcertant. L'écran zooma sur le visage de Jamal. « Maintenant, je connais votre visage. » Il appuya sur une touche. Sur un autre écran, de nouvelles lignes de code commencèrent à se former, s'appuyant sur les anciennes, pulsant comme un battement de cœur qui s'amplifiait. Et voilà, la menace suivante naquit. Le silence qui suivit la déclaration du gouverneur s'étira, cassant comme un fil de fer sous le poids. L'air de la salle d'audience devint lourd, chargé du poids de quelque chose d'ancien et de dangereux. La vérité. Ce n'était pas le genre de vérité qui libérait, c'était celle qui ébranlait les fondements mêmes sur lesquels on bâtissait une carrière, sur lesquels on jouait sa vie. Le juge Price, habituellement vif et autoritaire depuis son banc, hésita. Ses doigts frémirent autour du marteau, tandis qu'il s'éclaircissait la gorge, son regard scrutant la pièce comme un homme essayant de reprendre le contrôle d'une voiture déjà en train de déraper sur du verglas. Le gouverneur Elijah Knox ne scia pas. Sa posture était ferme, ses pieds plantés comme des racines dans le marbre. Hayden leva les yeux vers lui, le souvenir de l'absence se mêlant à l'émerveillement. Il était là, l'homme que le monde vénérait, craignait, l'homme qui avait vécu en marge de la vie d'Hayden, tel un fantôme dont la présence était toujours implicite, mais jamais confirmée. Et maintenant il se tenait là, pleinement conscient, provocateur. Le juge Price retrouva enfin sa voix, même si elle se brisa sous la pression. C'était très irrégulier, dit-il. Protocole, procédure, bienséance, tels étaient les piliers du droit. Et cette intervention inopinée les piétinait tous. Mais la voix d'Elijah trancha les objections du juge comme une lame dans le brouillard. Enfermer des enfants sans inculpation était également irrégulier. Accuser un adolescent de 13 ans d'espionnage parce qu'il avait révélé une opération gouvernementale sur le sol américain n'était pas seulement irrégulier, c'était criminel. Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience avec un tonnerre de tonnerre, déclenchant murmures et halètements, le frottement des stylos sur les bloc-notes, les obturateurs des appareils photo claquant à toute vitesse. « À l'ordre !» exigea le juge Price en frappant son marteau avec un désespoir croissant. Les journalistes se levèrent. Les huissiers se crispèrent, mais Elijah Knox ne bougea pas. Au lieu de cela, il fit signe à l'huissier de lui remettre un dossier en papier Kraft scellé, orné d'un insigne rouge. Il invoqua la surveillance de l'exécutif d'une voix grave et ferme. Dans ce dossier, dit-il, se trouvaient des documents prouvant que le tribunal avait été complice de quelque chose de bien pire qu'une mauvaise gestion de la justice. Ce n'était pas seulement une erreur judiciaire, c'était de la répression. L'huissier hésita une seconde avant de s'avancer. Même ses mains tremblaient en acceptant le dossier. Tout le monde le regarda passer des mains du gouverneur à celles du tribunal.
comme si son poids risquait de briser les fondations sous leurs pieds. À l'intérieur se trouvaient des notes confidentielles estampillées de sceaux militaires, des ordres signés des plus hautes instances gouvernementales, des courriels cryptés entre fonctionnaires de l'État. Mais un document fit trembler la salle, un rapport interne daté de 2 ans auparavant. Projet Sentinelle. Son sous-titre était plus clinique, reprogrammation de l'intervention précoce pour les jeunes à risque. Mais son contenu était clair. Des garçons comme Malik n'avaient été ni sauvés ni réformés. Ils avaient été exploités, purgés, reprogrammés et entraînés. Son langage était poncé d'euphémismes. Discipline tactique, recalibrage, morale accélérée, désensibilisation environnementale. Mais sous le jargon, la vérité était évidente. Il s'agissait d'un système conçu pour briser les esprits, pour instrumentaliser le silence. Le but n'était pas d'aider ces garçons, c'était de s'assurer qu'ils ne répondent jamais, qu'ils ne dirigent jamais, qu'ils ne résistent jamais. Le colonel Mann, qui était resté assis les bras croisés pendant la majeure partie de l'audience, se leva brusquement. Son visage était empreint d'une colère vive. Il avertit Elijah qu'il ne mesurait pas l'ampleur de ce dans quoi il s'ingérait. « Intérêt national », grommela-t-il. « Sécurité nationale ». Mais Elijah se tourna vers lui avec des yeux d'acier forgé. L'intérêt national, dit-il, n'était pas une excuse pour une guerre psychologique approuvée par l'État contre les enfants. Vous avez fait de mon fils votre sujet d'expérience. Maintenant, vous allez en répondre. Halètement. Encore. Les caméras claquèrent. Les sénateurs présents chuchotèrent entre eux, leurs masques polis glissant tandis qu'ils assimilaient ce qui venait d'être dit à voix haute. Les genoux d'Aiden tremblaient légèrement sous la table, mais il ne s'assit pas. Impossible. Il se sentait à la fois vu et exposé, un garçon au cœur d'un cyclone qu'il commençait à peine à comprendre. Mais au-delà des épais murs du palais de justice, d'autres forces s'agitèrent. La nouvelle de la comparution du gouverneur avait déjà fait le tour des ondes. Les présentateurs des chaînes d'information se bousculaient pour filmer. Les réseaux sociaux explosèrent de vidéos granuleuses filmées au téléphone et de sous-titres indignés. Quelqu'un à Washington appela le procureur général. Une requête d'urgence fut déposée pour déclarer les documents du gouverneur irrecevables. Pour quel motif? Risque national, chaîne de possession, atteinte à la sécurité, tout ce qui pourrait sceller la vérité. En milieu d'après-midi, des agents fédéraux furent aperçus devant le palais de justice, les bras croisés, l'air figé dans le granit. Des hélicoptères vrombissaient au-dessus de nos têtes. Depuis les manifestations pour les droits civiques, cette ville n'avait jamais connu une telle ruée coordonnée pour étouffer la justice en temps réel. À l'intérieur, le juge Price suspendit l'audience. Le mot semblait stérile. « Conseil privé », annonça-t-il, masquant sa peur par une certaine formalité. Mais la vérité était que la machinerie derrière la salle d'audience était en train de changer. Et même lui, autrefois sûr de son autorité, semblait ébranlé. Pendant ce moment de silence, Elijah se tourna vers Aiden. Il ne l'avait pas regardé en entier jusqu'à présent, et pendant un instant, la salle d'audience, les caméras, le chaos, tout s'estompa. Il tendit la main, prit celle de son fils pour la première fois depuis plus de 10 ans. « Tu as bien fait de les dénoncer. » Sa voix avait le même grain grave qu'Aiden se rappelait des histoires du soir de son enfance, mais elle portait désormais toute la vérité. « Maintenant, je dois finir ce que tu as commencé. » Aiden ne parla pas, mais ses doigts serraient fermement ceux de son père. Sa poitrine lui faisait mal, submergée par des émotions qu'il ne trouvait pas de mots. La perte, la fierté, la peur, la lucidité. Tout ce qu'il savait, c'est que l'homme qui s'était caché dans l'ombre pour le protéger était maintenant entré dans la lumière pour combattre à ses côtés. Derrière les lourdes portes du tribunal, le chaos continuait de régner. Mais ici, dans ce bref silence, une ligne avait été tracée. Et ni le père, ni le fils n'avaient l'intention de s'en détourner. À l'aube, le pays s'éveilla au son d'une autre sirène. Non pas le vrombissement des voitures de patrouille,
mais le hurlement des gros titres qui défilaient sur les fils d'actualité, les télévisions et les écrans lumineux de tous les téléphones d'un océan à l'autre. Le gouverneur fait irruption dans une salle d'audience pour défendre son fils dans un procès secret d'État, pouvait-on lire sur l'une d'elles. Un autre, plus urgent, un programme clandestin ciblait la jeunesse noire pour l'entraîner à des fins paramilitaires. Les quarts de reportage se sont regroupés devant le palais de justice comme des charognards. Les journalistes ont joué des coudes à travers les barricades. Des micros ont été tendus sous les yeux de citoyens médusés. Sur les réseaux sociaux, les images étaient déjà devenues virales, brutales, tremblantes, filmées par un journaliste trop abasourdi pour respirer alors que le gouverneur Elijah Knox entrait en trombe dans une salle d'audience censée sceller le sort de son fils. Il n'y avait pas de scénario, juste la puissance, la douleur et la fureur d'un père. Et les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de regarder. Mais pour chaque visionnage, il y avait une ombre. Et de cette ombre sont nés les contre-discours. Les déclarations du gouvernement ont dépeint une version différente. L'une d'elles disait « Le fils du gouverneur était un adolescent en difficulté impliqué dans le hacktivisme ». Une autre affirmait « La vidéo était un deepfake, selon les autorités ». On murmurait des preuves falsifiées, des images manipulées, des voix falsifiées par l'IA. Les chaînes d'information se sont divisées selon les clivages idéologiques. Certains ont salué Hayden comme un héros, d'autres l'ont qualifié de menace nationale. Certains ont exigé des enquêtes sur le projet Sentinelle. D'autres encore ont exigé la démission d'Elijah. Quelques heures plus tard, un titre plus poignant que les autres, « Source. Le gouverneur fait l'objet d'une enquête éthique. » Une photo l'accompagnait, Le juge Price sortit du cabinet, sa robe fraîchement repassée, mais son visage, tiré comme une toile, trop tendu. Le poids de trop d'appels téléphoniques, de trop d'ordres déguisés en suggestions, avait creusé de nouvelles rides sur son front. Il ajusta ses lunettes, qui ne dissimulaient pourtant pas la lourdeur de ses yeux. Il s'éclaircit la gorge d'un bruit qui n'était pas tant une toux que le dernier souffle d'un homme qui avait vu derrière le rideau et regrettait de ne pas l'avoir vu. Il annonça qu'après examen par un conseil supérieur, et après avis, le tribunal rejetterait les accusations contre Hayden Knox pour vice de forme. Ce tribunal ne trouve aucune raison de poursuivre. Monsieur Knox est libre de partir. Les mots ne trouvèrent pas d'écho. Ils détonnèrent. Une avalanche de bruit fusa de la galerie. Acclamations, applaudissements, halètements, sanglots. Certains journalistes laissèrent tomber leurs stylos. Hayden cligna des yeux une fois, 2 fois, comme si le moment ne l'avait pas encore atteint. Cela semblait faux, incomplet, comme gagner une course à laquelle il ne s'était jamais engagé. Mais Elijah resta immobile. Ses épaules ne se détendirent pas. Ses poings restèrent serrés le long de son corps. Il comprenait ce que c'était. Pas des excuses, pas une demande de compte. C'était une tentative de limiter les dégâts. Une retraite, pas un règlement de compte. Ils n'avaient pas perdu. Ils avaient simplement décidé que le prix à payer pour continuer était supérieur au gain. Un verdict à la trappe, propre à l'extérieur, pourriture en dessous. Elijah agrippa l'épaule de son fils, le guidant vers l'allée tandis que les caméras clignotaient comme des coups de feu. Devant le palais de justice, un SUV noir tournait au ralenti. Ses vitres étaient teintées, le moteur bas comme le grondement d'un prédateur. À leur approche, la portière arrière s'ouvrit. Un homme en sortit. Il était grand, maigre, vêtu d'un pardessus anthracite qui absorbait la lumière. Sa présence était chirurgicale, précise, contrôlée, dépourvue même de la courtoisie d'une chaleur. Directeur Langford. Son nom murmuré à travers les briefings des services de renseignement et les dossiers expurgés. L'homme qui n'avait pas besoin d'un titre pour être craint. Il ne lui offrit ni poignée de main ni sourire, juste un hochement de tête. « Ça ne s'arrête pas là, » prévint-il d'une voix basse et aiguë à vous couper les os. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais on ne perd pas une guerre pour une bataille. » Elijah soutint son regard sans ciller. « Alors je suppose que tu as choisi le mauvais garçon pour en commencer une. » Ils se fixèrent un instant encore.
2 hommes qui comprenaient que la paix était rarement permanente. Puis Langford fit demi-tour et remonta dans le SUV, qui disparut dans la circulation comme s'il n'avait jamais existé. Les journalistes affluèrent, mais Elijah leva une main, non pas pour les faire taire, mais pour protéger Hayden. Le garçon était fatigué, les épaules affaissées non pas par la défaite, mais par l'épuisement. Le poids de la survie était une chose silencieuse, inexprimée. Il n'avait pas seulement subi une épreuve. Il avait enduré d'être cru et incrédule, protégé et exploité, perdu et reconquis, tout cela en public. Il s'arrêta sur les marches du palais de justice et se retourna. Le bâtiment se dressait derrière lui, ses piliers blancs projetant de longues ombres dans le soleil matinal. Il ressemblait à la justice. Il reflétait l'autorité. Mais Hayden le voyait différemment maintenant. Non pas comme un temple de la vérité, mais comme un mausolée, froid, immobile et empli des secrets des réduits au silence. Elijah suivit le regard de son fils et posa une main sur son dos. Ils descendirent les marches ensemble, non pas comme gouverneur et accusé, ni même comme père et fils, mais comme survivants. Leur lien n'était plus rompu par le temps ni par la distance. Il avait été reforgé par le feu. Dans les semaines qui suivirent, la nation se divisa. Des manifestations éclatèrent dans les villes. Les demandes de transparence enflèrent comme des nuages. Les noms d'autres garçons apparurent, y compris celui de Malik. Certains se manifestèrent. D'autres ne purent rien faire. Les journalistes ont creusé plus profondément. Des notes de service ont fuité, des lanceurs d'alerte ont témoigné, mais pour chaque vérité découverte, un autre mensonge a fleuri. Le projet Sentinelle a été rebaptisé, puis reclassé, puis nié en bloc. Les autorités ont joué au jeu de la taupe avec la confiance du public, étouffant un scandale pour en voir 2 autres surgir. Pourtant, quelque chose avait changé. Le monde avait vu Hayden Knox, pas un criminel, pas un pirate informatique. Un garçon qui voulait des réponses après la disparition de son ami. Un garçon qui a rampé dans un égout pluvial pour les retrouver. Un garçon qui refusait de s'excuser d'avoir dit la vérité. Cette image ne pouvait être effacée. Elle ne pouvait être enfouie sous la bureaucratie ni noyée dans la propagande. Elle avait commencé à résonner dans les salles de classe, les tribunaux, les tables de cuisine, dans les conversations chuchotées entre enfants qui craignaient que personne ne les écoute, dans les disputes bruyantes entre adultes qui avaient cessé de croire au changement. Dans chaque recoin où régnait autrefois le silence, il y avait maintenant une fissure. Et au plus profond de ces fissures, une graine avait été plantée. Hayden n'avait pas demandé à être le début de quoi que ce soit. Il n'avait jamais voulu être sous les projecteurs. Il voulait que son ami revienne. Il voulait des réponses à ses questions. Mais les révolutions naissent rarement du désir. Elles naissent de la nécessité. Quelque part, dans un couloir d'école, un garçon réfléchirait à 2 fois avant de disparaître. Quelque part, une mère poserait des questions plus difficiles avant de signer un formulaire de consentement. Quelque part, une salle d'audience serait plus froide sous le poids d'un public qui savait désormais jusqu'où s'étendait le silence. Et quelque part dans l'ombre, ceux qui avaient bâti le projet Sentinelle se démenaient, non pas par peur du garçon qu'ils visaient, mais parce qu'ils avaient sous-estimé celui qu'ils ne pouvaient briser. Hayden Knox était libre. Mais le système s'était fracturé, et ce qui s'était glissé entre ces fissures ne serait plus jamais mis en cage.